Nouvelle semaine sur Actu et Débat, semaine que nous vous souhaitons, mesdames, messieurs, agréable, fructueuse et productive. Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de Actu et Débat de cette nouvelle semaine. La réaction de l'Union progressiste, le renouveau au propos de Maître Adrien Ongbeji, les éclairages du professeur Théodore Olo sur la polémique liée au troisième mandat et l'acte de repentance du diplomate béninois au Niger. Ce sont les sujets qui ont retenu notre attention. On en parle bien sûr avec Henri Yambaudet. Il est journaliste. Henri, bonsoir. Bonsoir Brice Bilaïtiji, bonsoir à tous les auditeurs donc, de Radio Cotonou et aussi à Moïse Soulé. Justement, vous serez avec Alphonse Moïse Soulé. Alphonse, bonsoir. Bonsoir Bill, bonsoir à Nyambodé, bonsoir à tous ceux qui prennent la peine les lundis de nous écouter. Vous êtes tous deux un habitué des couloirs de Actu et Débat. Merci de nous renouveler votre confiance à mes auditeurs à nouveau. Bonsoir. Brice Bill, Aïtidi. Merci Patrice Medja. L'Union progressiste, le renouveau, disais-je, a réagi aux récentes déclarations de Maître Adrien Ongbeji. Le porte-parole du parti a donné des explications sur la position du regroupement politique aux déclarations du patriarche. Je vous propose d'écouter ou de réécouter, si vous voulez, Christian Parfait Aouyo, porte-parole de l'Union progressiste, le renouveau. Les propos ont été tenus hors toute instance du parti par le patriarche qui, pour être l'une des personnalités tutélaires du parti, n'en a toutefois pas reçu mandat pour s'exprimer ainsi en son nom. Le président du parti lui a déjà fait part de la surprise, de l'étonnement, voire de l'incompréhension des militants du parti. L'Union progressiste Le Renouveau considère que la réforme du système partisan dont elle est le produit demande beaucoup de sacrifices. Il ne peut pas être aisé, à un moment ou à un autre, de faire face à toutes les contraintes et surtout au renoncement que cette réforme nous impose. Renoncer aux privilèges, aux intérêts préservés pendant des décennies, au confort, je dirais même à une certaine satisfaction morale, peut être difficile, et le parti en convient. Toutefois, il urge que chacun fasse abstraction de sa personne pour que vive la République. Oui, la République. C'est important de voir le pays et de s'oublier un peu pour accepter durablement la réforme du système partisan et toutes les réformes d'ailleurs. Porte-parole de l'Union progressiste, le renouveau, Christian Parfait Aouyo. Condamnation implicite des propos de Ongbeji. Henri. Mais non, écoutez, il faut déjà saluer ce travail que vous faites ici, en plongeant d'abord les auditeurs donc, dans ce que je peux appeler les meilleurs donc, des propos donc, du porte-parole de cette formation politique de l'Union progressiste. Déjà, je relève que Parfait Aouyo donc est passé totalement à côté d'abord. À côté. Oui, parce que quand à je côté prends de à côté donc de l'essentiel, quand on fait observer le président Adrien Ongbeji. Je m'explique. D'abord, quand vous écoutez un peu les propos de Maître Adrien Ongbeji, il y a deux sections, deux segments qu'il faut considérer. Il y a d'abord un où, dans le premier segment, où il disait que son rêve, il parlait donc de PRD avec, bien sûr, l'UP qui a donné l'UPR, d'accord? Et après, donc, il a parlé de sa conviction, de sa forte conviction. Et donc, dans ce deux segments-là, il n'y a jamais eu question de système partisan, de quelque chose qui a rapport donc avec le système partisan. Mais quand je prends le premier segment où Maître Adrien Ongbeji parle donc de PRD auquel il est bien attaché parce qu'il a dit nous avons travaillé dur pour que notre logo soit à ce niveau-là. Nous avons travaillé dur pour que le renouveau soit ajouté donc au parti. Donc pour qu'on ne nous oublie pas. Et ce rêve-là, il a défini, il a dit que nous poursuivons un rêve. Il y a ce premier segment. Le second segment où il demande le retour des exilés politiques. Est-ce que c'est parce que nous avons opté pour le système partisan que nous allons laisser les frères et sœurs, nos sœurs, s'exiler? Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché à ce niveau-là. Deuxième chose, il dit ma plus forte conviction est de voir sortir donc des prisons les
les prisonniers politiques. Est-ce que Parfait Aouyo, porte-parole donc de l'UPR, ne peut pas, comme moi, reconnaître qu'il y a quelque part, il y a des prisonniers politiques? Et quand on étale un peu le diagnostic, on voit que les noms qui sont cités, les noms qui peuvent être cités, il y a Ricat Madougou, il y a Joël Aïvo, d'accord? Et donc, quand on lui parle de système partisan où il faut faire abstraction de sa personne, où il faut même oublier les privilèges, ou même il faut même s'oublier au détriment du système partisan, c'est deux choses différentes. Le système partisan a autre chose que... Non, mais en le disant, il fait allusion, par exemple, à Maître Adrien Humbedji qui parle de la non-homogénéité du PRD dans l'Union progressiste, non? Oui, au départ. Qu'est-ce qui a poussé le PRD? Il dit qu'on a fusionné, mais on reste PRD. On ne va pas disparaître. Non, écoutez, si vous connaissez bien le parcours, je ne vous l'apprends pas, le parcours politique de cet homme-là, où il est bien attaché à ce PRD-là, et donc il a travaillé pour que le PRD soit à ce niveau-là. Mais il n'est pas encore question de ce que le PRD quitte ce mariage-là. Et c'est pourquoi il disait que nous avons un rêve, et nous poursuivons ce rêve-là. Il n'a pas encore dit que nous allons quitter ce mariage-là pour qu'on parle de système partisan où il faut oublier donc les privilèges. Privilèges, oui, si au-dessous donc de ce mariage-là, il y a eu des clauses qui ont été posées. Est-ce qu'il y a eu tout ce qui a été dit pour qu'on en soit à ce mariage, à cette fusion-là, est-ce que c'est respecté? Donc il y a ça aussi. Donc on ne peut pas demander de Togo d'emblée au patriarche d'oublier ce que vous lui avez promis pour parler donc du système partisan. Alphonse Boïsoudé. Moi, je ne voudrais pas être à la place de mon cher ami Christian Parfait Aouyo. Je ne voudrais pas être à sa place. C'est le porte-parole récemment nommé de l'Union progressiste qui est PRD de souche. Oui. C'est difficile qu'il puisse répondre à son mentor, disons les choses. Mais pourquoi d'abord, avant que vous ne répondiez, pourquoi on fait porter cette responsabilité de rappel à l'ordre, je dis rappel à l'ordre entre griffes, à un PRD de souche au sein de l'Union progressiste? Il a été nommé porte-parole, donc c'est lui qui porte la parole du parti. Mais je dis une chose, la seule chose qui m'a intéressé, c'est qu'on appelle Maître Adrien Humbedji à resserrer les rangs. Non, écoutez, il faut suivre scientifiquement le discours de Maître Adrien Humbedji. Il faut dire, I have a dream, il a un rêve. Et son rêve, ça ne tient pas. Il parle de liberté, il parle de démocratie. On n'a pas répondu à ces aspects-là. Et lui-même a dit, Maître Adrien Humbedji dit souvent que quand on parle de politique, on parle d'intérêt. Écoutez, si on n'avait pas tenu compte du nouveau code pour les municipales dernières, vous savez que Porto Novo a voté PRD. Mais quand on a fait les calculs, les Porto-Noviens ont choisi PRD pour diriger la mairie, mais après les calculs, le PRD a tout perdu. Et là, ça n'a pas été facile. Mais c'est après ça que le PRD a fait un mariage avec le PRD. Le PRD a gagné quoi? Nous sommes en train de parler de calcul. Ils ont un seul ministre, à côté de Raphaël. Je ne sais pas combien de membres de PRD ont été nommés. Donc, on ne peut pas demander à un vieux briscard de la politique qui a accepté, qui a mis à la disposition de l'UPR son électorat. Vous savez que le Plateau appartient, je choisis bien mon verbe, appartient au PRD. Ils étaient imbattables dans cette zone-là. Donc, en venant à l'UPR, il s'est dit, les choses vont s'améliorer, mais il constate que bon, parce qu'il a abordé plusieurs pans. Il a parlé de démocratie, il a parlé de liberté, il a parlé des exilés. Et c'est pour la première fois que j'ai entendu Maître Adrien Humbedji parler d'exilés politiques. Donc on ne peut pas lui répondre. Parfait Aouyo ne peut pas répondre à Maître Adrien Humbedji. Il n'a que parlé de sacrifier les intérêts. Mais le fond, il a parlé de l'exclusion, il a parlé de beaucoup de choses. Il ne lui a pas répondu. J'ai dit, je n'aimerais pas... Vous estimez qu'on ne lui a pas répondu? Non, écoutez, pourquoi devait-on lui répondre? Vous savez ce qu'on a dit, non? Qu'il ne parle pas. Mais le porte-parole l'a fait finalement. Il dit, il ne parle pas. S'il ne parle pas au nom du parti, pourquoi le porte-parole donc lui-même a dit qu'il ne parle pas au nom du PRD. Le parti n'a pas à lui répondre. Il n'a pas été mandaté au nom de l'UPR pour parler. Donc c'est un libre penseur qui a poussé un coup de gueule. Donc on n'a pas à lui répondre. Et comme je l'ai dit le lundi dernier, il a poussé un coup de gueule, c'est-à-dire qu'il y en a marre quoi. Donc en fait l'UPR n'a pas à lui répondre, c'est ce que vous dites. C'est ça, l'UPR n'a pas à lui répondre. Donc ce que le porte-parole a fait, vous le qualifiez de quoi? D'une faute, c'est ça? Non, c'est lui-même d'une maladresse. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, le Maître Adrien Humbedji n'a pas parlé au nom du parti, il n'a pas été mandaté pour parler. Donc, c'est un militant
qui a exprimé son coup de gueule, le parti a des instances. On pouvait l'interpeller sur les opinions qu'il a développées, mais que le parti lui réponde, moi je ne trouve pas la nécessité, parce que les partis sont très bien organisés. Un membre de votre parti sort, Maître Adrien n'a aucune responsabilité dans le parti politique. C'est un membre. C'est un militant. Oui, qui a parlé, qui a exprimé ce qu'il a ressenti pendant des années. Donc, on devrait, a priori, à mon avis, l'inviter au bureau politique pour mieux le comprendre et savoir quelle solution adopter par rapport à ce qu'il a dit. Mais tel qu'on l'a fait là... Mais on lui a fait part de l'étonnement et tout, ils l'ont dit. Bah oui. Mais moi, ce que le porte-parole a dit ne m'a pas convaincu. Il a juste dit, il appelle l'enfant prodigue à revenir à la maison et à resserrer les rangs pour qu'on puisse renforcer le système partisan. C'est tout ce qu'il a dit. Après ça, bon, basta. Mais que faut-il comprendre par il urge, je reprends les mots du porte-parole, il urge que chacun fasse abstraction de sa personne, je dis... comme ça, au nom de l'intérêt général. Est-ce que l'UPR n'est pas contre les propos d'Adrien Rungweji en parlant de... Quand Adrien Rungweji parle de son autonomie au sein de l'UPR? L'UPR ne peut l'autonomie du PRD. L'UPR ne peut jamais accepter que Adrien Rungweji parle de cette manière-là. Parce que vous savez, Moïse Soudé parlait de vieux brusquard de la politique béninoise. Et qui connaît Adrien Rungweji, tout peut partir donc en un clic, d'accord? Et aujourd'hui, le rêve que poursuit, le rêve qui a conduit Adrien Rungweji à fusionner avec l'UP pour devenir l'UPR, pour lui, jusqu'à aujourd'hui, le rêve n'est pas encore réalité. Donc, mais il demande à ses poulains, à ses amis, de continuer toujours à rêver, car il faut poursuivre, et il l'a dit. Maintenant, quand on demande à Adrien Rungweji de faire abstraction de ça, non, on ne peut pas traiter Adrien Rungweji comme un militant lambda. On ne peut pas le traiter de cette manière-là. Pour demander... Un militant exceptionnel? Oui, militant exceptionnel. C'est vrai qu'il n'occupe pas un grand rôle, je dirais, au niveau de la haute direction de cette façon politique-là, mais on ne peut pas le traiter comme un simple militant de Cotonou, bien de Pavédia ou bien de Paron. Il a une voix, il a une décision. Si aujourd'hui il décide que le PD quitte cette fusion, le PD quittera la fusion et ce sera le déluge. En tout cas, donc on ne peut pas le traiter de cette manière-là. Je pense qu'à un moment donné, le porte-parole ne devait pas répondre. Mais la haute direction qui a eu cette opportunité de lui présenter les vœux le 3 février devrait déjà échanger avec lui sur sa forte conviction. Comment il comprend que la politique se fait aujourd'hui? Parce qu'il a évoqué un sujet que le porte-parole du gouvernement a qualifié de crève-cœur. Il parlait donc de l'emprisonnement de Boko Olivier. Il dit non, on doit s'asseoir et nous poser les problèmes pour lesquels on ne s'entend pas. Et donc ça c'est l'exclusion. Et donc lui ne veut pas qu'il y ait exclusion, il veut que tout le monde s'unisse pour faire de ce pays un pays émergent. Pour que le climat soit apaisé. Alphonse Moïse Soudé, est-ce que c'est parce que Maître Adrien Rungweji est un militant exceptionnel qu'on l'a traité comme tel? Est-ce qu'aujourd'hui au sein de l'UPR il y a 2 poids 2 mesures? Je vous explique. On a dit qu'il n'a pas reçu mandat et les déclarations de Maître Adrien Rungweji sont perçues comme une prise de position individuelle et non comme un discours porté par le parti. On a vu des gens avant Adrien Rungweji qui ont brisé la discipline de groupe au sein de l'UPR qui n'ont pas été sanctionnés. Pourquoi Adrien Rungweji n'a-t-il pas été sanctionné? Est-ce que comme l'a dit Henri Gabonais, est-ce que c'est parce qu'il est un militant exceptionnel? Vous avez vu comment on a sanctionné Christelle Fadongo, non? Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit Maître Adrien et Christelle Fadongo, vous avez vu comment on l'a sanctionné tranquillement. J'ai dit Maître Adrien Rungweji a exprimé des inquiétudes. Le parti devait l'inviter, l'écouter. On n'a pas à lui répondre. Parce qu'en cherchant à lui répondre, on crée d'autres problèmes. Vous avez vu dimanche la démonstration de force de Maître Adrien Rungweji à Porto Novo lorsqu'on célébrait le 25e anniversaire du décès de Moucha Gadama. Si vous avez vu vous avez suivi le discours de Maître Adrien Rungweji en Goum. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi ça? Priez pour moi. Parce que je suis entouré de sorciers. Mais ils ne me feront rien. Vous avez suivi ça en Goum, c'est pas moi. Moi, j'ai suivi ça plusieurs fois. Vous savez ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que Cabrimo n'a plus peur de couteau. Et à cette allure-là, quand vous connaissez le fonctionnement du PRD, mais il y a des caciques. Moi, je me suis demandé, mais avant que le PRD n'aille à l'UPR, est-ce que les caciques ont donné leur accord? Vous savez qu'il y a deux tendances. Il y a le Goumou et le Gourouba. C'est pourquoi la mairie de Porto-Novo était dirigée par alternance l'un après l'autre. Et aujourd'hui, les gens certainement mettent la pression sur Maître Adrien Humbéji pour dire, mais notre cheminement avec l'UPR, qu'est-ce qu'on y a gagné? C'est ça la politique. Parce qu'il y a des gens qui mettaient la main à la poche pour faire fonctionner le parti. Aujourd'hui, ils disent, mais tout le temps qu'on a collaboré avec l'UPR, qu'est-ce que le parti, qu'est-ce que les anciens membres du parti de PRD ont gagné? C'est ça la réalité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Pourrait-on aller à une éventuelle sanction contre Maître Adrien Humbéji, comme les militants lambda? Le confrère l'a dit, tel que ça se passe, le PRD peut décider de se retirer de l'UPR. Tranquillement, le renouveau va partir et ça va devenir une union progressiste comme au départ. Et il va partir. Et quand il va partir, il partira avec ses militants. J'ai dit ici la dernière fois que c'est tellement que le ministre Akatéon fera comme on appelle Fassassi Kamarou. Il va refuser de quitter la BAC. Il dit, moi, j'y reste. Et les autres vont partir. Donc aujourd'hui, on attend. Il faut l'écouter. C'est tellement que le maître Adrien Humbéji a autre chose encore plus grave à dire. Et c'est parce que je suis sûr, vu son âge, vu son expérience, il a cherché les voies et moyens pour s'exprimer. Il n'a pas eu l'opportunité. Et en face des anciens membres du PRD, il a mis le pied dans la fourmilière. Maintenant qu'il a mis le pied dans la fourmilière, tout le monde s'agit, tout le monde veut répondre à Maître Adrien Humbéji. J'ai suivi tout le monde, ceux qui n'ont même pas l'expérience politique, veulent répondre à Maître Humbéji. Donc il faut écouter plutôt que de répondre. Mais je dis dans les partis politiques, il faut qu'on arrête ça. Je parle de tous les partis politiques. Il faut ouvrir le débat à l'intérieur. Il ne faut pas étouffer les idées. Parce que quand vous étouffez les gens au sein des partis politiques, dès qu'ils ont une opportunité de s'exprimer devant le public, ils vont s'exprimer. Basta, on s'en fout des sanctions par la suite. Mais l'intérieur va dire, j'ai pu dire ce que j'ai sur le cœur. Donc il faudrait qu'au sein des partis politiques, on ouvre davantage le débat. Ça pose le problème de la démocratie au sein des partis politiques. Parce que si je suis membre d'un parti politique, écoutez, on ne vient pas dans un parti politique pour les beaux yeux de quelqu'un. On vient, on se bat, on veut conquérir le pouvoir, on veut être aussi conseiller municipal, on veut être député, on veut être maire, on veut être président de la République. Donc quand je viens avec tous mes militants dans un parti avec un rêve que la gouvernance va s'améliorer, les libertés vont être respectées, les droits de l'homme vont être respectés, que je reste dans l'observation, je reste là plusieurs années, je constate que mais ça ne va pas. Alors on dit, je leur dis lundi dernier, mais et quand vous êtes une personne âgée dans une maison et que ça va dans tous les sens, la personne âgée se lève, tape du poing sur la tête pour dire ah non, ne faites pas comme ça. Et c'est ce que Maître Adrien Humbéji a fait. Il a dit à 83 ans, plus rien ne lui fait peur. Donc il a pris sa responsabilité. Forcément qu'il a subi des pressions. Il a subi des pressions de la part des anciens membres. Ils se disent ben, on ne gagne rien, toi-même tu ne fais rien, alors on va récupérer notre parti. On est prêt à faire fonctionner notre parti. On se battra sur le terrain pour que notre parti ait une assise. Et c'est ça que les gens craignent. Parce qu'aujourd'hui, si le PRD se retire de l'UPR, attention, ça va donner envie à d'autres personnes se sentant lésées. Le PRD n'a rien obtenu, vous avez dit, mais il a pu avoir un porte-parole récemment. Au sein de l'UPR. Après le coup de gueule de Maître Adrien Humbéji. C'est après le coup de gueule. C'est pourquoi je dis que je n'aimerais pas être à la place de Parfait Aouyo. C'est après le coup de gueule. Et donc on dirait qu'il a été juste choisi porte-parole pour répondre à Humbéji. Mais malheureusement, il n'en a pas l'étoffe. Alors, vous avez rappelé cette célébration où on a vu deux logos, PRD et UPR, qui cohabitaient à un siège national, sans doute du PRD. Cette photo a fait le tour de la toile. Elle continue de brusser la toile. Vous l'avez vu, Henri Yambodé? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non, écoutez, moi, je n'ai pas eu d'émotion quand j'ai vu cette affiche-là, parce que je me dis, non, écoutez, on veut rendre hommage à un ancien militant du PRD. Et donc, la photo qui s'y est, c'est bien évidemment une photo sur laquelle on peut revoir ce militant-là avec le logo de PRD. Oui, c'est la position à laquelle la photo, donc l'affiche a été posée, qui a posé problème. Sinon que... Et après les déclarations du Maître Adrien Humbéji, cette déclaration-là,
Donc vous estimez que c'est juste pour l'hommage que les deux photos ont été posées sur au siège. Ne faites pas peur. Non, je ne fais pas peur. Je vous pose la question. Est-ce que vous estimez? Non, ce ne sont pas les signes avant-coureurs de ce que d'ici encore quelques semaines, le PRD donc, va se retrouver seul face à son destin. Je ne crois pas. Mais je pense que celui à qui donc, on voulait rendre hommage n'a jamais fait l'UPR, mais plutôt le PRD. Et pour moi, je pense que c'est bien de l'afficher, d'afficher donc sa photo sur cette, si vous voulez, excusez-moi, sur cette affiche-là avec le PRD. Mais la position à laquelle l'affiche donc a été déposée, c'est ça qui a posé problème sinon pour moi. Mais ce n'est pas que la position après les déclarations là. Oui. Et cette photo, Alphonse Moïse Soudé, c'est juste pour la célébration, vous pensez? Non, moi j'ai eu cette chance-là. J'étais à Porte-Nouveau quand Maître Adrien Oumbédi est rentré pour la conférence nationale et nous avons vu Moussa Gbadamassi se battre pour le PRD. Voilà. Moussa Gbadamassi, quand on dit PRD, c'est Moucha. C'est Moucha, c'est comme ça les gens l'appellent à Porte-Nouveau. Moucha, ses épouses et ses proches se sont battus. Voilà des gens qui se sont rendus dans les couvents. Moucha n'avait pas de sens interdit. Il allait partout pour parler du PRD. Moucha a porté le PRD. Donc, le PRD de Moucha n'est pas dans l'UPR. Voilà. Le PRD de Moucha n'est pas dans l'UPR. Et dans la tête des classiques du PRD, le PRD reste le PRD. Il faut voir ce que... Moi, j'ai dit, il faut écouter les discours des uns des autres. Quelqu'un a dit, moi, je suis le produit de Moucha. Donc, il faut dire, pour rendre hommage à Moucha, on a mis sa photo au cœur du logo du PRD, mais on a mis à côté l'UPR pour dire le PRD est un enfant de l'UPR. Mais ce qui étonne tout le monde, c'est qu'une fois que le PRD a accepté d'aller vers l'UPR, le PRD devait disparaître. Mais quand vous écoutez... Non, mais comme ça s'est fait dans les autres partis. Oui, mais quand vous écoutez... Dans le bloc républicain, par exemple. Quand vous écoutez les classiques du PRD, ils ne veulent pas que le PRD disparaisse. Ils ne veulent pas que le PRD disparaisse. Mais dit aussi... Oui, et c'est pourquoi je dis, il faut, ce n'est pas répondre à Maître Adrien Oumbédi que le problème. Il faut mener des réflexions profondes. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Nous sommes à moins de 2 ans des élections générales. Il faut faire attention, il faut l'écouter. Parce que au-delà de tout ce qu'on dit, sa parole fait encore foi dans la tête d'un certain nombre de populations. Il reste un militant exceptionnel. Oui, non pas militant exceptionnel, mais sa parole a encore un certain pouvoir dans le même plateau. Quand Maître Oumbédi va décider de faire une tournée par rapport aux élections générales de 2026, ça peut avoir un effet. Donc il faut l'écouter. Il ne faut pas chercher à lui répondre. Et il faut analyser, il faut creuser pourquoi Maître Adrien Oumbédi est allé jusqu'à ce point-là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, écoutez, il peut faire des émules. Il peut faire des émules dans les autres partis. Il peut faire des émules. Moi, quand on a dit qu'il devait avoir un meeting, j'ai dit, j'espère qu'on ne prendra pas le risque de leur interdire ce meeting-là, comme on a fait à certains partis. J'ai dit, attention, si on prend le risque là d'interdire ce rassemblement qui a eu lieu en face de la maison du président Adrien Oumbédi, ça va poser problème. Donc les gens, ils ont eu l'intelligence de ne pas aller sur ce chemin-là. Et quand j'ai vu le monde fou qui était derrière, qui était là, et j'ai vu les différents discours, j'ai compris que ce monsieur-là, au-delà de tout, il a encore de la popularité. Donc il faut composer avec lui. En politique, on ne fait pas des soustractions. On fait des additions. On fait des additions. Il faut écouter Maître Adrien Oumbédi pour dire, écoutez, j'ai vu certains le vilibander pour dire que c'est un jeu, il n'est pas sage. Attention, il aurait pu se taire et faire des choses underground que nous allons constater après, mais il a parlé. Donc, ouvertement. S'il a parlé ouvertement, c'est qu'il veut être écouté, il veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on l'écoute et ce n'est pas la peine de lui répondre, écoutez-le. Je voulais donc rappeler aux responsables donc, de l'UPR que je pense qu'ils ont intérêt à aller voir Adrien Oumbédi pour l'écouter, pour comprendre les mots qu'il a utilisés. Parce que là, c'est sûr qu'il a quelque chose, il a encaissé beaucoup de coups. Après cette fusion, il y a frustration. Il y a frustration. Et le mieux, c'est pas de rester loin de lui et de lui répondre. C'est d'aller à sa rencontre,
de rester avec lui, d'échanger pour comprendre les méandres de ces propos-là. Parce que vous savez, n'importe comment qu'on le dise, le PSD reste un fétiche à Porto-Novo. Et si le PSD devait agir comme, par exemple, le RN, comme Moël Bénet, comme d'autres partis politiques, le PSD peut travailler à avoir un ancrage national. National. Et pourtant, le PD a cherché à fusionner avec l'UP pour devenir l'UPR. Et donc, il faut que les hauts responsables de la haute direction de l'UPR aillent voir Maître Adrien Ngoumbedji au lieu de lancer donc les... Mais ils l'ont vu 24 heures après les déclarations. Oui, mais non, ils n'ont pas saisi cette opportunité-là. Oui, il fallait saisir cette opportunité-là, hors caméra. Oui, parler avec le vieux. Parce que quand on dit que, oui, il a l'habitude de le faire, il a fait Ruvernement, il a fait... Non, écoutez, c'est pas... Seuls les imbéciles ne changent pas. Et au soir de sa vie, je pense qu'il y a quelque chose à vendre. Au soir de sa vie, il est devenu sage. Et le sage qui est assis voit un peu loin. Et ce qu'il a décrit là, moi je le dis très souvent, il n'est pas question de le charger, mais plutôt de comprendre ses propos. Et ce qu'il a dénoncé là, parce que vous avez écouté le porte-parole du gouvernement, c'était ça de sa part, il n'a pas répondu. Mais au contraire, il a dit, c'est même l'expression de la vivacité de la démocratie au sein même de la mouvance présidentielle. Mais non, allez demander donc à quelqu'un de répondre à Maître Ngoumbedji, c'est un faux pas qu'il ne faut pas commettre. Okay. Il faut aller vers lui. Il faut échanger avec lui. Et comprendre ses motivations. D'accord. Deuxième sujet, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin a récemment apporté un éclairage sur la question de la Nouvelle République qui fait débat depuis peu. Théodore Olo a rappelé que la révision de la Constitution en 2019 ne constitue en rien une rupture dans le cadre juridique du pays, mais bien une continuité de la République existante. Selon lui, une Nouvelle République n'émerge généralement qu'à la suite d'événements majeurs tels qu'une révolution, un coup d'État, une conférence nationale qui aboutit à l'adoption d'une nouvelle constitution. La révision de 2019, précise le professeur Olo, a simplement modifié certaines dispositions de la constitution existante sans en changer fondamentalement les principes. Alphonse Moïse Soudé, réaction. Mais attends. Vous l'avez suivi, oui, au-delà du professeur, il faut que les gens cessent d'insulter notre intelligence. Je crois que la loi portant en révision l'a déjà dit que les nouveaux articles, n'entraînent pas une nouvelle constitution. C'est écrit blanc sur noir. Pourquoi aujourd'hui on insulte notre intelligence? Pourquoi on insulte notre intelligence? Je crois que ce débat-là, pour moi, c'est de la diversion. On a mieux, il y a autre sujet qui nous intéresse que de nous occuper de ça. Je dis, nous continuons avec la même constitution. Mais ceux qui le font, c'est des militants de partis politiques. Les partis ne les ont pas rappelés à l'ordre. Christian Laïdé fait partie de quel parti politique? Non, bien avant Christian Laïdé, il y a eu des gens à l'interne, au plan national, qui l'ont fait. Quel est le Béninois membre de parti politique qui a posé le problème? Non, ne me demandez pas de citer un nom ici. Non, parce que ce sont les partis politiques, partis politiques qui animent la vie politique. Et puis, moi j'ai vu un jeune professeur avec un livre en main qui est passé partout, qui dit qu'il y a révision, je ne sais pas, là il a fait le droit. Moi j'ai dit, je lis, je ne suis pas juriste, mais c'est écrit que les nouveaux articles, les changements intervenus n'entraînent pas une nouvelle constitution, ça a été dit. Donc pour moi, à partir de ce postulat-là, le débat, c'est pourquoi dans ce pays-là, à quelques mois des élections, il faut lancer un débat pour distraire tout le monde. Vous vous rappelez, quand quelqu'un voulait partir, on a lancé le débat sur la révision de la Constitution. Est-ce que c'est pour distraire ou c'est une balle d'essai? C'est pour distraire. Et puis après, quelqu'un dit, touche pas ma Constitution, blanc, et puis on a laissé. Et quand Bonia il voulait partir, la même chose. Et puis bon, et puis tout le monde se tourne vers ce débat-là et on laisse l'essentiel. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais que nous sommes toujours dans la même Constitution, que les gens se battent, que les partis politiques se battent sur le terrain pour conquérir le pouvoir, que ce soit au niveau des municipales, des législatives, des communales et la présidentielle pour 2026. Mais ce débat-là, aucun parti politique n'a posé ce débat. Donc, le professeur, c'est une radio, une chaîne de télévision qui allait vers lui pour recueillir son expertise. Et puis, il a expliqué, il a même dit que c'est écrit dedans déjà. Donc, pour moi, le débat est clos. Henri Ambodé, vous avez vu, Alphonse Moïse Soudé a dit que les partis politiques ne l'ont pas exprimé de façon explicite. Mais on a vu des gens s'agiter. Ce sont des citoyens, des militants qui appartiennent à des regroupements politiques qui en parlent.
Oui, bon, on va pas donc, on peut les citer. Il y a Bertin Kovi qui se réclame de BM et qui dit également qu'il est un simple citoyen, donc qui peut toutefois demander qu'il y ait donc que le président continue et démonstration sur démonstration, Nouvelle République, Deuxième République et tout le reste. Bon, il y a également, avant de rentrer en studio tout à l'heure, j'ai lu aussi le coordonnateur des ministres conseillers, Yawidou, qui dit si on laissait donc partir Patrice Talon, ce sera du gâchis. Écoutez s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas fait le droit, mais je me dis que on devait déjà s'entendre sur un minimum. Et le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est que on n'est pas dans une nouvelle république. Malgré les modifications qui ont été apportées à la Constitution, on n'est pas dans une nouvelle république. Et sur ça, si on s'entend sur ça, c'est fini. Maintenant, la question du troisième mandat. Bon, c'est pour que le président Patrice Talon revienne encore. Mais la personne dit, je n'en veux pas. Et je ne veux pas prolonger Mbaye à la tête du Bénin d'une seconde. Je ne vois pas où se trouve la question. Oui, il n'est pas le seul intelligent. Et vous savez, je me dis que les gens... Oui, je suis d'accord avec Moïse Soudé qui dit oui, à la fin du mandat, on trouve quand même un sujet sur lequel donc, les gens s'agrippent pour distraire un peu les citoyens. Et c'est ce que je constate également, que la question de Nouvelle République, c'est fini. Et le professeur Olo, qui est un habitué, donc, qui est un constitutionnaliste, a parlé. Et je pense que ce débat-là devait... Le débat est clos, selon vous? Oui, c'est clos. Oui. Clos. Okay. On ne devait même pas encore accorder donc le temps à cela. Justement, vous parliez du troisième mandat. Et si la population, Alphonse Moïse Soudé, il y a une tournée du chef de l'État qui est annoncée pour bientôt. Et si il arrivait que la population elle-même sollicite ce troisième mandat-là, si on nous dit que, ah oui, mais c'est pas le chef même, que c'est la population qui sollicite. Non. Qu'est-ce qui allait se passer? Écoutez. Moi, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Quelle population? Les gens sont dans leur village. C'est une hypothèse. Les gens sont dans leur village. Ils s'intéressent. Ils veulent qu'ils aient des centres de santé. Déjà que les politiques ils veulent que les marchés marchent. Ils veulent que les enfants aillent à l'école. Ils veulent que les enfants se soient. Vous leur parlez de quoi? Vous leur parlez de quoi? Il faut dire qu'il y a des hommes politiques qui vont tenter de manipuler des populations. Quelques individus vont se lever pour dire, bon, écoutez, non... Est-ce qu'on ne va pas s'attendre à ces vœux-là au cours de la tournée annoncée? Si c'est l'objectif de la tournée, le chef de l'État veut aller vers son peuple pour voir ce que j'ai fait en 8 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est l'objectif de la tournée. C'est vrai que le chef de l'État a des gens qui travaillent sur le terrain, mais le chef de l'État veut aller constater de visu que les fiches qu'on lui envoie pour dire par rapport à la réalisation des travaux sur le terrain, il veut aller voir l'effectivité de ces travaux-là. Moi, c'est l'objectif que je donne à la tournée. Il y a rien que ça? Oui, c'est ça. Mais ils ne sont pas... Parce qu'il y a une chose qu'il faut arrêter. Le chef de l'État dit... On ne parle pas de ma succession maintenant, c'est 6 mois avant. Donc si le chef de l'État aussi va sur le terrain, lance le débat, ce ne serait pas gentil de sa part. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans les couloirs de cette tournée. Vous savez de quoi nous parlons. Si les populations, on sait comment les gens suscitent les populations pour le dire, quelqu'un prend la parole, il dit porte-parole des jeunes de la localité, alors que derrière lui il n'a personne, il se fait passer pour porte-parole des jeunes de la localité, il se fait passer pour les femmes commerçantes alors que lui-même, il n'a même pas un seul étalage dans le marché, c'est lui qui parle. C'est pas bon. Cette manipulation des populations, il faut qu'on arrête ça. Et ce sont les hommes politiques qui le font. C'est là on dit, moi je suis le porte-parole des sages, alors que au-delà de cette rencontre-là, ces sages-là ne se retrouvent jamais, ces jeunes-là ne se retrouvent jamais, ces femmes-là ne se retrouvent jamais. Non, il est improvisé. Ça. Il est improvisé. Peut-être qu'il ne vit même pas, il est du milieu, mais il ne vit pas là. Il est peut-être à Cotonou, à Porto-Novo, il travaille au sud, et on l'importe là-bas. Juste pour la cause. Pour la cause, et après, bon, il disparaît. D'accord. Nous allons demander à Patrice Bédia juste une pause pour le troisième sujet. On parle maintenant de la crise Bénin-Niger. Lors d'une récente intervention, Gildas Sagankan, ambassadeur du Bénin près le Niger, a adressé un message de pardon au peuple nigérien. Profitant d'une cérémonie officielle à Gaïa, il a exprimé les regrets du Bénin face aux tensions diplomatiques entre les deux pays et appelé à une réconciliation sincère. Gildas Sagankan que nous écoutons. Je voudrais
remercier les autorités du Niger, au plus haut niveau, les membres du CNPS et en particulier le général Tchani, chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères qui m'ont permis de venir au Niger, qui m'ont permis de venir à Niamey, malgré les situations difficiles. Vous savez, mon pays, le Bénin, par la force des choses, a connu des difficultés avec le Niger. Je voudrais d'abord, au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. Des choses se sont passées, des choses graves, qui ont engendré des sacrifices, qui ont engendré des difficultés, qui ont engendré des problèmes. Ici au Niger, ici à Gaïa, nous demandons pardon parce que nous sommes des frères. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Allah pour que plus jamais, ces choses ne puissent se passer encore. Julien Sagonkan, ambassadeur du Bénin près le Niger. Il plaide, le diplomate Henri Ambonnet plaide pour l'apaisement. Mais écoutez, c'est le mieux qu'on puisse faire quand on est en position et qu'on veut travailler pour la paix. Vous savez, à un moment donné, il est demandé même à un mari, même s'il est en faute, de demander donc pardon à sa femme pour que l'harmonie s'installe. Et quand il dit nous sommes des frères, il n'a pas menti. Le Bénin et le Niger sont deux pays frères. Et pour ça, on peut même passer chiffon sur certaines choses et continuer donc de travailler pour la cohabitation pacifique. Quand il dit par la force des choses, il met comme ça un doigt accusateur sur la CEDEAO qui avait annoncé, comment vous appelez ça, la mesure restrictive. Voilà. Et le de Bénin, fortes mesures à l'époque. Et le Bénin avait suivi ça. Le Bénin pouvait ne pas suivre ça comme d'autres pays l'ont fait. Mais le Bénin a suivi ça parce que le Bénin, bon élève de la CEDEAO, l'a fait. Donc, par la force des choses dont il dit là, il met donc un doigt accusateur sur la CEDEAO. Mais au-delà de ça, le pardon qu'il a prononcé, moi, oui, ça peut paraître bizarre chez certains parce que il faut être en faute pour présenter, pour demander pardon à quelqu'un. On peut ne pas être en faute et également demander pardon. Pour la paix. Pour la paix. Parce qu'on veut passer donc chiffon sur tout ce qu'il y a eu comme velléité et avancer. Oui. Et donc, pour moi, les propos donc, du diplomate ne sont pas de vains propos. Je pense que le général Tiani, qui est toujours sur le pied de guerre, parce que n'importe comment, il faut rappeler que cette crise n'a fait que durer, les conséquences sont là, et également la frontière est fermée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, peut-être ce pardon, si ce pardon pouvait résonner, pouvait avoir un écho favorable auprès donc, des autorités nigériennes, CNPS, eh bien, pourquoi ne pas l'accepter? Pourquoi ne pas lui permettre de le demander? Pourquoi forcément, Alphonse, l'apaisement devrait-il prendre la forme d'un pardon? Est-ce un acte de repentance, de contrition? Le Bénin regrette quoi? Non, ce que le Bénin peut regretter, c'est d'avoir suivi la décision de la CEDEAO sans pouvoir pousser un peu plus loin la réflexion. Je dis et je répète, il y a des Béninois, et j'en connais. Moi, j'ai des frères à moi, même qui sont nés au Niger, qui ont la nationalité nigérienne, qui roulent très bien le Hausa, qui sont allés à l'école là-bas. Mon père a fait, père, son âme, a travaillé là-bas pendant des années. Donc, j'ai des frères qui sont nés là-bas, j'ai des amis à moi qui sont Béninois, mais qui sont nés là-bas. Donc, nous sommes déjà des frères. Et ça a posé des situations. Aujourd'hui, l'ambassadeur, il a besoin de travailler là-bas. Il a besoin d'un bilan. En fin de séjour, il doit avoir un bilan. Et si ceux avec qui ils doivent collaborer ne jouent pas franc jeu avec lui, il ne peut pas travailler. Et aujourd'hui, les gens se sentent blessés. J'avais dit, au-delà de l'indépendance de chacun de nos pays, on doit pouvoir travailler. Les Nigériens, à un moment donné, se sont sentis trahis, blessés par les Béninois. Mais aujourd'hui, l'ambassadeur qui est le représentant de notre pays a demandé pardon au nom de nous tous. C'est un signal fort. C'est un signal fort. Vous avez vu, il n'était pas devant des Béninois, il était devant des Nigériens qui ont applaudi. Il y a des tambours qui ont résonné. Donc, c'est-à-dire que cette humilité-là peut faire avancer les choses. Lui, il a déjà enclenché le processus. Le gros, lui, il faut que les autorités politico-administratives lui emboîtent le pas pour qu'on puisse ouvrir les frontières. Parce que j'ai toujours dit, dans cette affaire-là,
ceux qui sont haut perchés n'en souffrent pas. Ce sont les gagnes petits. Où aujourd'hui les transporteurs ont été obligés de mettre en chômage leurs chauffeurs, les chargeurs de camions, tous ceux qui travaillent dans ce circuit-là sont à la maison. C'est eux qui perdent. Et quand ceux-là sont à la maison, ils n'arrivent plus à nourrir leur famille, ça entraîne autre chose. Donc, en demandant pardon, c'est qu'on veut que le commerce, les activités commerciales reprennent entre le Bénin et le Niger, parce qu'il y a des produits, notamment l'oignon que nous prenons là-bas, il y a des choses que les Béninois envoient là-bas. Maintenant, peut-être ça peut militer à l'ouverture définitive de la frontière. Donc je dis, et c'est à saluer, parce que on peut demander pardon sans être en faute si on est partisan de la paix, on est partisan de la cohabitation pacifique. C'est pas parce qu'il a demandé pardon que forcément il a quelque chose, mais il veut qu'on soit en paix. Mais dit pardon pour tout ce qui s'est passé. Mais oui, pas la force des choses. Quand il dit pas la force des choses, c'est pas le Bénin qui s'est levé de coup pour dire je ferme les frontières. Le Bénin, faisant partie de la CEDEAO, a mis en application les décisions de la CEDEAO. Mais par la suite, la CEDEAO nous a lâchés. La CEDEAO nous a laissés dans nos problèmes. On nous a mis dans la gadoue. On y est depuis. La CEDEAO nous dit, vous avez encore vu la CEDEAO intervenir sur la crise là? C'est fini. Mais pourquoi d'aucuns estiment que demander pardon, c'est une faute grave de la part du diplomate? Non, écoutez, le discours, il a demandé pardon dans le discours. Il faut que dans les actes, nous puissions constater qu'il y a eu contrition. Contrition, c'est que je reconnais ma faute, je demande pardon. Dans ce qui s'est passé, c'est tellement qu'il reconnaît la part de responsabilité de son État dans ce qui se passe. Et il voudrait que le mouvement contraire aussi, que les Nigériens reconnaissent que le Bénin n'est pas le seul fautif. Eux aussi, ils sont allés de la manière la plus forte. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les gens m'ont insulté, certains ont dit la honte, d'autres ont dit trop tard, dessous trop tard. Mais je dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Au moins, lui, en tant qu'ambassadeur, il a pris l'initiative parce que lui, il a besoin d'être en sécurité sur le territoire là-bas. Il a besoin de travailler, il a besoin de prendre des contacts. Parce qu'un ambassadeur ne va pas pour s'asseoir dans une ambassade et faire la belle vie. Il doit prendre des contacts. Il doit trouver des contrats pour les commerçants de chez nous. Il doit rétablir les relations commerciales. Donc, il est dans son rôle. C'est sûr qu'après ce pardon-là, il va chercher à rencontrer les commerçants pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Et quand il va revenir au pays, forcément, il va rentrer. Il va rendre compte au chef de l'État de ce qu'il a pu constater sur le terrain, des démarches qu'il a entreprises. Quand vous êtes ambassadeur, écoutez, il faut prendre des initiatives. Il a pris des initiatives. Il peut revenir au pays, on va lui dire, mais écoute, mon petit, tu ne devrais pas faire ça. Mais il a appris quand même, ne pas prendre des initiatives, c'est un péché. Quand vous les prenez qu'il y a des ratés, on peut vous aider à les corriger. Alors, on constate depuis peu que le Bénin multiplie les actes d'apaisement dans cette crise-là qui l'oppose au Niger, mais côté Niger, non. Mais non, on n'est pas dans la même dynamique, il faut comprendre. Et on n'est pas dans la même dynamique. Et le peuple, les autorités nigériennes aujourd'hui veulent toujours avoir cette garantie-là de sécurité parce que pour ce qui est vendu aux autorités nigériennes, c'est que le Bénin détient des bases françaises. Vous avez eu écho de cela, comment vous appelez ça, les légionnaires français qui sont au Bénin, des troupes qui ont été montées de toutes pièces pour aller déstabiliser le Bénin. Donc il faut que les autorités nigériennes veulent donc avoir cette garantie-là de la part donc, du peuple du Bénin. Et cette garantie-là vient également de la part donc en écoutant les propos de diplomates, cette garantie-là également, ça sous-entend cette garantie-là pour dire, écoutez, mais les gens, oui, ont commis peut-être une faute. La faute, c'est qu'on a suivi, je ne dirais pas bêtement, on a suivi la CEDEAO en appliquant à la lettre sa décision. D'accord. Mais aujourd'hui, on reconnaît que la CEDEAO, cette décision ne nous a pas arrangé. Bon, on reconnaît. Et donc, on vous présente nos sincères excuses. Et en présentant ces excuses-là, c'est aussi une garantie de ce que nous sommes prêts à faire des compromissions, si vous voulez, des compromis pour qu'on rétablisse donc la bonne camaraderie. Donc, pour moi, je pense que il faut, au-delà de ces mots-là, je pense qu'il faut également montrer cette garantie-là aux responsables
du peuple, aux autorités du Niger, pour que les relations soient normalisées. Parce que vous savez, jusqu'à aujourd'hui, la frontière donc, est toujours fermée. C'est aussi un manque à gagner pour le Bénin. Que faut-il justement espérer du Niger après cet énième acte d'apaisement du côté du Bénin? Non, il faut ce que je disais, il faut encore prouver au peuple, aux responsables du Niger que nous sommes prêts à travailler la main dans la main et que la sécurité, parce qu'ils mettent en mal, quelques relations que nous avons. Donc nous, on a une relation avec la France, ça ne s'empêche pas de travailler avec eux. Et donc pour nous, pour les responsables du Niger, il faut une certaine garantie de la sécurité. Et là, on peut également, au détour des actes. Donc vous le dites que le pardon, c'est rien encore. Le pardon, c'est un pas. C'est quoi? C'est un pas. Il faut en poser plus. Il faut en poser encore d'autres pour leur montrer que nous sommes suffisamment prêts pour la bonne cohabitation. Les autorités du Niger, Alphonse Maurice Soudé, peuvent dire que le pardon, c'est rien. Que le Bénin ne parle pas peut-être de ce que eux ils disent. Ils veulent qu'on les rassure de la sécurité. Non, ça c'est ce que l'ambassadeur a dit devant tout le monde, mais c'est sûr qu'en Soumet, il y a des négociations qui sont en train d'être faites. Il y a des négociations qui sont en train d'être faites. Ce que moi je voudrais demander, c'est que les autorités au plus haut au niveau de l'État accompagnent l'ambassadeur pour que un certain nombre de garanties soient données. Mais je dis, il faut que chacun puisse accepter de perdre quelque chose. Parce que les conditions que le Niger pose, c'est vrai que le Niger dit que la France pose... Il faut que chacun fasse abstraction de sa personne. Non, ça vous rejoignez le porte-parole de l'UPR, je ne veux pas dire ça. Mais le Niger estime que la France pourrait passer par le Bénin pour le déstabiliser. Donc là, c'est hautement militaire. C'est hautement militaire. Et ces négociations-là ne se feront pas sur la place publique. L'ambassadeur a parlé à un peuple. Parce qu'aucun dirigeant n'est encore allé vers le peuple, mais l'ambassadeur a rassemblé et la population de Gaïa, je crois, pour leur parler au nom de ses frères béninois. Donc ça, c'est déjà important parce qu'il y a des Béninois qui vivent à Gaïa. C'est pour mettre aussi ces Béninois-là en sécurité. Vous dire, nous sommes des frères. Il y a eu des ratés. On peut ensemble, la main dans la main, les corriger. Donc je dis, il faut que l'ambassadeur, dans cette démarche-là, soit accompagné par qui de droit. Il ne faut pas qu'on le laisse seul, il ne peut pas faire cette lutte-là seul, il ne peut pas faire cette démarche-là, lui l'a parlé, c'est sûr qu'après il va rencontrer les autorités, certainement le ministre des Affaires étrangères là-bas, il va discuter pour voir dans quelle mesure organiser une rencontre entre Tiani et le président Patrice Talon, pourquoi pas? Ça cette démarche-là, c'est bien possible, c'est peut-être ce premier pas qu'il vient de poser qui il posera d'autres pas qui vont aboutir à une rencontre entre le président Tiani et le président Patrice Talon. Why not? Mais c'est à quand le dégel? À quand l'ouverture des frontières? Bon, on ne peut pas donner un timing tout de suite là, parce que ce que nous souhaitons là, c'est qu'il y ait suffisamment de parts qui soient posées pour apaiser donc les autorités nigériennes. Et dans ce que disait Moïse Soudé, c'est que même c'est pas forcément devant caméra et micro, même hors caméra, que le général Tiani et le président Patrice Talon, notre président, se voient et discutent d'homme d'État à homme d'État et qu'on aplanisse les divergences. Et on va recommencer comme on vivait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui reçoivent les conséquences les plus désastreuses, ce sont bien évidemment les citoyens, la population. Donc, quand deux éléphants se battent, bien sûr, ce sont les herbes qui en souffrent. On a quelques 5 minutes et on va parler rapidement du dernier sujet lié au drame, des drames liés au feu qui se succèdent depuis le début de cette année 2025. Un immeuble est récemment parti en fumée à Kpakpa, dans la ville de Cotonou, avec un bilan lourd, vous le savez. À l'université d'Abomey-Calavi, c'est la régie du Radio Univers qui en a fait les frais. Elle a été réduite en cendres par un incendie. Dans la commune de Ndali, le feu a également détruit environ 2 tonnes de coton. Et la dernière en date, l'incendie au marché Sainte-Rita de Cotonou. L'alerte, elle est manifeste, Alphonse, et interpelle.
interpelle vraiment, moi je dis, dans les maisons, dans les bâtiments, il faut qu'on revoie les installations. Il y a des... Vous savez, quand vous voulez construire votre maison, il faut choisir le bon électricien. Il ne faut pas choisir des amateurs parce que quand les installations sont très mal faites, c'est ce que ça entraîne. Revoir les installations, ça a un coût. Qui revoit? Mais non, quand le propriétaire veut construire, il doit pouvoir trouver le bon électricien. Vous savez, toutes les maisons bien construites ont un plan. N'importe quel électricien arrive, vous lui montrez le plan, il connaît le plan d'électrification de la maison, il connaît là où se trouvent les fils, les embranchements. Donc il faut que désormais on puisse contrôler ça. Parce que parfois vous avez le court-circuit, pour retrouver le court-circuit dans un bâtiment, c'est difficile. On vous dit, vous lui demande le plan d'électrification de la maison, le propriétaire n'en a pas. Et l'autre chose, il faut qu'on trouve une solution. Dans certains pays, le compteur ne reste pas à la maison. Le compteur reste en dehors de la maison. Quand vous vivez avec le compteur, c'est dangereux. Quand ça prend feu, c'est pas bon. Il va falloir qu'on sensibilise les populations à la prudence. Parce que le feu, quand ça commence, ça détruit, ça ne pardonne pas. Donc je dis, la seule chose qu'on va faire là, d'abord j'ai une pensée pieuse pour tous ceux qui ont été emportés par le feu, et je voudrais que l'on puisse sensibiliser les populations, de ne pas jouer avec le feu. Parfois, on a peut-être quelque chose sur le feu, on est un peu distrait, on oublie, bien on est au téléphone, et puis le feu prend tout. Donc il faut que les éveilleurs de conscience puissent reprendre leur travail. Nous avons dans les villages, les griots, les gens qui sensibilisent pour dire attention, voilà. Aujourd'hui, les populations ne ressentent plus ça. Et parfois, la pauvreté aussi fait qu'on est négligent par rapport à certaines choses. On estime que on préfère le peu d'argent qu'on a, on préfère mettre ça dans quelque chose que de vouloir vérifier les installations électriques. Mais dans les structures, Radio Univers, c'est quand même une structure. C'est vrai que quand vous allez là-bas, c'est pas tout le temps la joie. Moi, j'ai fait plusieurs émissions là-bas. Le bâtiment a l'air vétus et puis tout est pratiquement vieux là. Il faut qu'on puisse chaque fois revoir ces choses-là, parce que si on ne prend pas les dispositions, les mesures de sécurité dans les maisons, dans ces structures-là, on doit avoir quand même l'alarme pour déclencher. Dès qu'il y a quelque part ailleurs, ça déclenche, il faut avoir l'extincteur. C'est ça, il faut sensibiliser sur les premières mesures de sécurité dès qu'il y a incendie. Donc il faut, parce que quand ça arrive, tout le monde est affolé, plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Je pense qu'à un niveau donné, on peut parler de malveillance, et à un niveau donné, on peut parler avec la SB aujourd'hui. Si vous allez donc payer le compteur électrique, je pense qu'il y a 10 000 qui est reversé donc vers les agents de contrôle, je dirais, pour aller voir vos installations, pour qu'on n'ait pas ces petites... Est-ce que ça se fait partout? Oui, c'est là la grosse question. Oui, en tout cas, pour ce que j'apprends là, que c'est la première condition avant qu'on ne vous pose le compteur. Donc déjà à ce niveau-là, ça va régler un certain nombre de choses. Maintenant, ceux qui ont des anciennes installations, ceux qui ont les araignées, toits d'araignée, il faut que déjà on fasse descendre chez eux le contrôleur pour aller voir si les installations étaient bien faites. Parce que quand vous payez de mauvais fils et que vous surchargez les installations, ça va prendre feu. Et là, à ce niveau-là, on va parler donc de négligence, parce que... Contrôleur qui va voir les toiles d'araignée? Non, c'est pourquoi je disais que il y a deux niveaux. Il y a ceux qui, les installations, le marché de synthétisation, que quand on va chercher, vous allez voir que ce soit en court-circuit. Maintenant, dans les champs et tout le reste, il y a que nous sommes en saison sèche actuellement. Un petit feu embrasse tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sensibiliser donc les populations. D'abord que en saison sèche, il ne faut pas faire donc le feu, mais il faut contrôler comment faire les feux. Maintenant, pour ceux qui ont des installations défectueuses et tout le reste, il faut qu'ils s'emploient à aller vers le contrôleur pour voir, pour vérifier. Vous faites beaucoup de pubs pour contrôler, hein? Non, c'est pour l'État. Au-delà de ce que Henri a dit, des mesures spirituelles, il y a des mesures physiques et
Spirituel, non, j'ai lu ça quelque part. Écoutez, vous êtes d'avis? Écoutez, peut-être, bon, moi, c'est pas, c'est parce qu'ils appellent mes spirituels. Ce que je vais dire, c'est qu'il faut que chacun soit prudent. Nous sommes en saison sèche, ne faites pas le feu. Si vous faites le feu, c'est que vous êtes à côté. Pour surveiller le feu, on ne fait pas le feu constamment. Moi, j'ai vécu 12 ans au nord. En saison sèche, quand vous faites le feu, vous oubliez avant d'arriver là, le feu est déjà devant là-bas. Il faut aussi que les populations, cette affaire de toile d'araignée là, je voudrais qu'on en parle sérieusement. Parce que toile d'araignée, parfois, si vous avez les camions, ça ne peut pas passer. Parce que ça va passer. Les gens, ils donnent du courant à qui ils veulent. On ne contrôle même pas les fils qui sont utilisés. Il faut déjà que... C'est pourquoi moi j'ai dit, on a les sécu, pourquoi? On a les sécu dans... Les sécu, c'est leur rôle. Ils sont aussi impuissants. On va en reparler. Les sécu, dès que les sécu constatent, nous avons dans les services de la SB2E qu'on a envoyé pour dire, venez voir si ce qui était fait... Bon, parfois, écoutez, les sapeurs-pompiers, ils n'arrivent pas à joindre certaines zones parce que l'étoile derrière... Bien sûr. On va en reparler. Merci. Décryptage de l'actualité sur Radio Cotonou, Stop et Fin. Merci à nos deux invités, Alphonse Moïse Soudé et Henri Yambodé, tous deux journalistes. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Je suis Brice Bill Aïtedji. J'ai conduit cette émission. Merci à vous, chers amis auditeurs, pour votre attention. À bientôt sur Actu et Débat.